mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Allez, nous casser. Aïe, 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 attention, Philippe, le parapluie. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et re-bienvenue dans Vélo Podcast. Oui, re-bienvenue parce qu'on a pris quelques jours de repos après le Tour de France hommes et femmes. On est de retour pour la dernière ligne droite de la saison avec la Vuelta, la grande présentation de la Vuelta qu'on va faire dans quelques instants. Mais j'accueille forcément mon acolyte de toujours, François-Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Et encore bravo Guillaume pour le Tour de France femmes. Moi je t'ai lâché avant avec les vacances, mais toi t'as réussi à tenir jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin, avec notamment notre copain Lohan Benati du journal Sud-Ouest. Un grand merci encore à lui. Je fais une grosse bise encore une fois à Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin, qui a dû partir en famille pour raisons personnelles sur cette fin de Tour Femmes et qui a été aussi avec nous et qui a aussi beaucoup écouté ce qu'on a fait dans Vélo Podcast. Donc voilà, je profite aussi pour le remercier. FP, j'en profite en même temps pour rappeler quelques chiffres, en tout cas vous donner quelques chiffres un peu de ce Tour de France hommes et femmes avec ces 4 semaines qu'on a fait, même un peu plus de 4 semaines parce qu'il y avait la présentation du Tour hommes au début du mois de juillet. On a été dans les records de Vélo Podcast tout simplement avec plus de 56 000 écoutes, toutes plateformes confondues, que ce soit en audio, en streaming audio sur Apple Podcast, Deezer, Spotify notamment, mais aussi sur la chaîne YouTube de Vélo Podcast où on a passé la barre des 1000 abonnés qu'on recherchait depuis tant de temps, et un grand merci à la communauté des copains de Vélo Podcast, notamment sur les réseaux sociaux, pour avoir fait un peu la promo de Vélo Podcast, pour nous avoir permis de passer cette barre des 1000 abonnés. Et puis sur les réseaux sociaux, les contenus ont aussi énormément marché avec les petits réels qu'on mettait de temps en temps sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et X, Twitter. Plus de 350 000 vues sur les réseaux sociaux pendant ces 4 semaines de Tour de France. Donc un grand merci à toutes et à tous. Ouais, ça fait beaucoup, on remplit quel stade avec 56 000 personnes? Plus gros que le 56 000. Plus que le stade de Lille. Je crois que ça doit être le stade de Lyon qui doit faire 60 000 peut-être. On est pratiquement, on est plus que le stade de Bordeaux, on est bien plus que le stade Atlantique de Bordeaux. Bon, de toute façon, maintenant, il y a 12 000 personnes en National 2, donc c'est mort, mais on est à un beau petit stade quand même. Ouais, puis merci beaucoup aussi pour les messages reçus. Aussi, on a reçu des super gentils messages de votre part sur Facebook, sur Twitter et puis sur YouTube également. Donc voilà, merci beaucoup. Je sais que Guillaume, tu as répondu à chaque message, il me semble. J'ai essayé. En tout cas, voilà. Donc, on a fait vraiment, merci beaucoup. Et puis, ça nous donne de la force pour continuer. Et puis aussi, pour vous proposer d'autres contenus. Et puis, évidemment, on a parfois moins de temps à consacrer à Vélo Podcast à cause de nos boulots respectifs. Mais c'est pas pour ça que, ça ne fonctionne pas. Donc, merci à vous de nous suivre toujours aussi nombreux. Et de la vie de famille aussi. Aussi, oui, c'est vrai. Tu as on ta le vie de compte famille pas, aussi à gérer. Quand on est père de famille, c'est pas si facile que ça. Non, c'est vrai aussi. C'est vrai. Bref, en tout cas, un truc qui va être dit aussi pour cette Vuelta, Guillaume, c'est que moi, je suis hyper optimiste pour nos Français. Oui, alors bon, on va parler un peu de cette Vuelta qui arrive, mais en bref, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé sur cette première quinzaine du mois d'août. Alors, je vais te proposer quelques petits thèmes, et puis tu vas me dire ce dont tu veux parler. On va y aller sur 5, 6, 7 minutes, un petit peu, pour balayer ce qui s'est passé depuis le Tour Femmes. Je vais mettre de côté le débat sur le poids, notamment, on en avait parlé avec Pauline Ferrand-Prévot et tout ce qui s'est passé autour depuis le Tour de France femmes, avant le Tour de France. On a vu Stéphane Delcourt de l'FDJ Suez qui était venu aussi en parler un petit peu dans l'interview qu'on avait fait lui avant le Tour de France femmes. On fera un podcast spécial d'ici la fin de saison. Je vous le dis, c'est un sujet que j'aimerais bien traiter, mais pas en bref comme ça, qu'on soit un peu plus en profondeur sur le sujet. Je te propose, parmi les sujets, Pogacar qui nous parle déjà un petit peu de sa retraite. Bon, on aura aussi le temps d'en parler peut-être un peu plus tard, mais tu me dis si tu vas en parler. Les courses de préparation pour le Tour d'Espagne, on a vu notamment le Tour de Burgos avec la victoire d'Isaac Del Toro. Alors, Isaac Del Toro qui ne sera pas sur le Tour d'Espagne, mais on avait aussi Léo Bizio de la Decathlon G2R qui a brillé. On a vu Mats Pedersen aussi au Tour de Danemark qui a survolé complètement la course. Et puis, parmi un peu les autres thèmes avec Mehdi Cola-Prodhomme qui a remporté la Poly-Normande, ou encore Kianus de Brock qui a remporté le Tour de l'Ain ces derniers jours. Donc voilà, toi tu voudrais parler de quoi un petit peu ?
Oh, il y a presque des sujets que tu as oubliés avec le début des transferts également, parce qu'on a eu quelques transferts qui ont été annoncés. Mais oui, alors pour revenir sur tes thèmes quand même, moi c'est quand même la révélation, même si c'est pas la révélation dans le sens où on le connaissait, on l'a même interrogé dans Vélo Podcast l'année dernière, Léo Bizio. Oui. Mais malgré tout, c'est la révélation au grand public, on va dire en tout cas sur ce Tour de Burgos où il a joué avec les meilleurs, il a remporté sa première victoire au niveau professionnel, c'est important. Souvent dans l'ombre de Paul Sexas parce que c'est pas le même style, mais voilà, il confirme quand même quelque chose et Léo Bizio, c'est à surveiller pour la Vuelta, on en reparlera tout à l'heure. Donc moi je trouve, voilà, je sais pas ce que tu en as pensé toi, mais moi je trouve que la victoire en plus, c'est une victoire en patron, tu vois, c'est pas une victoire où tu te dis c'est une échappée longue, tu sais, où tu bats tes camarades d'échappée, le peloton t'a laissé filer. Là non, t'es avec les meilleurs, tu la joues bien, tu pars je crois à 2 km, 3 km de l'arrivée et tu remportes la victoire d'étape. Ouais, bah alors bon, tu vois, nos pensées se rejoignent parce que j'avais pensé justement à Léo Bizio et c'était un des thèmes dont je voulais parler parce que c'est vrai que nous c'est pas réellement une surprise dans le sens où oui tu l'as dit, on l'avait interrogé après son titre de champion du monde junior si je me trompe pas de cyclocross, c'était début 2024, donc il y a 1 an et demi, et Léo Bizio qui était passé par le développement, l'équipe de développement, la réserve de la Décathlon à AG2R, bien couvé, hein. Et puis c'est vrai qu'avec la comète Paul Sexas, Léo Bizio il se développe un peu dans l'ombre et c'est quand même un énorme talent, un très très bon grimpeur, et quand tu vois qu'il fait 3e au final du Tour de Burgos derrière Del Toro et Fortunato, mais devant Pellizzari, devant Ciccone, devant Egan Bernal, ça place un petit peu le talent qu'est Léo Bizio aussi. On va le voir sur le Tour d'Espagne dans quelques jours. Donc moi j'en attends énormément dans le sens où je veux qu'il se fasse plaisir. Et sur ce Tour de Burgos, moi il m'a fait plaisir. Il y a cette victoire d'étape où tu l'as dit, hein, intelligent, il a une énorme force dans les jambes pour aller l'emporter. Donc non, franchement, grosse révélation. Et puis on va le suivre de près forcément. Évidemment. Tiens, j'ai une petite colle pour toi, Guillaume. Oula. On n'a rien préparé. Hein. Là, les thèmes, je les ai donnés à François-Pierre. On n'avait rien préparé avant. On s'est rejoint sur Léo Bizio. Là, il me colle maintenant. Vas-y. Oui, c'est parce que j'ai envie de te coller sur ça. Non, mais c'est parce que je trouve que c'est une actu importante par rapport à une révélation, je trouve quand même, du début août. Et il m'a bien plu sur le Tour de l'Ain. Est-ce que tu sais qui c'est Jamie Meehan? Jamie Meehan? Je te donnais un bel indice avec le Tour de l'Ain quand même. Voilà. Oui, avec le Tour de l'Ain. Écoute, je dois t'avouer qu'on était un peu en période de creux. Alors, même moi. Vas-y. Je vais te dire, c'est le stagiaire de Cofidis et j'ai rarement vu ça récemment, même dans les grosses équipes de manière générale en World Tour. Il faut savoir quand même, pour celles et ceux qui découvrent le vélo avec Vélo Podcast, déjà bienvenue, mais non, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément le système, il y a des stagiaires début août qui arrivent toujours en prévision des prochaines années, soit pour les équipes testent en fait les jeunes coureurs prometteurs, donc pour voir un petit peu s'ils ont le niveau professionnel. Ça s'est un peu perdu parce qu'évidemment les très jeunes, très forts partent déjà tout de suite chez les équipes pro dès le début d'année souvent, donc sont dans des antichambres. Mais là, maintenant, on a une pépite irlandaise qui est arrivée chez Cofidis, Jamie Meehan. Je dis pépite parce qu'il m'a fait un Tour de l'Ain exceptionnel quand même, ce coureur. Il finit le Tour de l'Ain à la 14e place au général, 3e meilleur jeune. Il a fait 3e dans l'étape de l'Elex-Montjura, l'étape que remporte Nicolas Prudhomme devant Kerneuil de Brooks. Et en fait, il était stagiaire le 1er août et il a signé son contrat pro de 3 ans chez Cofidis. Je crois que c'était le 14 ou le 15 août. Donc voilà, 15 jours pour convaincre une équipe, c'est assez rare et ça se perdait un petit peu ce côté stagiaire qui signait très vite vu qu'on avait les meilleurs qui partaient avant. Donc voilà, vraiment ça, je trouve que c'est à signaler. Et puis voilà, c'est dans une équipe française et Cofidis a bien besoin d'un coureur explosif comme ça et grimpeur, à voir ce qu'il va donner. Mais voilà, je trouve que c'était assez drôle de voir ce coureur d'Irlandais de 21 ans qui était chez l'équipe d'Aix-en-Provence, donc voilà, qui a signé pro chez Cofidis. Ouais, je regarde en même temps ses résultats, tant que tu m'en parles. C'est vrai que quand il passe par l'AVC Aix-en-Provence et aussi le CC Etup, qui sont deux des meilleurs clubs de fédéral en France, qui sont des très bons clubs formateurs. Il fait 6e du Tour du Val d'Aoste Mont-Blanc au mois de juillet. Il remporte le Tour du Piémont pyrénéen aussi début juillet auparavant, avec une 2e place sur le championnat d'Irlande
Ah ouais, d'accord. Battu par Rory Townsend au sprint. Rory Townsend qui vient de remporter d'ailleurs la classique Ouais, d'Hambourg en plus. à la Q36.5. Donc ouais, ça classe un petit peu le gars, hein. Franchement, ah ouais, costaud. Par contre, tu vois, tu me parles du Tour de l'Ain, mais je suis étonné que tu me parles pas d'un Visma qui pousse Jordan Jegat dans le fossé. Ouais, j'ai vu ça, oui, j'ai vu ça. Alors, non, bah On après. touche pas à Jordan Jegat, hein. Exactement, on touche pas, ouais, et surtout quand on a Visma Lease the Bike, les gars, hein, franchement en France là, un peu de respect. Non, bon après ça arrive, c'est pas, enfin bon, après il a Ouais. poussé, c'est la course aussi, je veux dire, il y a des moments, bon, Oui. c'était pas, je Évidemment. pense pas que ce soit hyper volontaire non plus. Bon, allez, on a parlé un peu en bref, hein. Tu as parlé des transferts. Pareil, à chaque fois, on fait toujours Oui. un podcast transfert pour faire un peu le bilan. On en fera d'ici à la fin de saison. On Ouais, aura le temps t'as juste un de point se rapide. réunir pour en parler. Un point rapide, mais c'est vrai qu'il y a la signature de Bastien Tronchon et de Clément Berthet chez FDJ, qui partent, donc les deux partent de chez Decathlon AG2R et vont chez la FDJ, et je trouve que c'est des recrutements cohérents. Voilà, si on peut juste faire un petit mot là-dessus, je trouve. Voilà. Ouais. Je le trouve assez calme pour l'instant, le mercato depuis le début. Il n'y a Oui, pas eu c'est surprenant, d'énormes ouais. mouvements. C'est vrai que pour l'instant, alors après, il y a des inconnus. Par exemple, Intermarché et Lotto, est-ce qu'il y aura réellement la fusion? Arkea BNB Hotel, Ah, pas de il y nouvelles. avait le dossier brûlant. Il y avait le dossier brûlant et apparemment, Manu Hubert était proche de signer un contrat à la fin du Tour Femmes et depuis, on n'entend plus parler. Ce qui bloque peut-être aussi le mouvement de Kevin Vauquelin, qui serait peut-être amené à partir ou non. Donc, Mais il y a pour aussi, l'instant, c'est très calme. il y a et aussi c'est vrai autre qu'on en a chose. pas entendu. Il y a aussi autre chose, hein, je pense, mais on pourra en reparler dans un autre podcast, c'est aussi le fait d'avoir des contrats longs maintenant, parce qu'il y a beaucoup plus de coureurs qui ont des longs contrats, alors qu'avant, c'est souvent C'est sur vrai. 1 an, 2 ans, et du coup, il y a des années où tu avais, tu te rappelles, il y avait, je sais pas, la moitié des coureurs qui étaient sans contrat, donc ça bougeait beaucoup plus. Là, vu que les meilleurs, souvent, ils ont entre 4 et 5 ans, parfois jusqu'en 2030, des contrats, bah, en fait, ça bloque certains mouvements, puisqu'en fait, les gros leaders partent pas, donc si tu veux recruter, tu vois, tu peux pas aussi enquiller les coureurs comme ça, tu as une limite aussi à 30 coureurs, donc voilà, c'est aussi, je pense, ces longs contrats, il y aura aussi l'autre côté de la pièce où certaines équipes, notamment les grosses, vont être un jour coincées. Bon, une pensée pour Juan Ayuso qui est donc détenu Ah chez, Oui. chez UAE pour encore quelques années. Il est enfermé à double tour. Bon, et transition parfaite pour la Vuelta puisqu'il y sera. Et ben voilà, on y va sur la Vuelta. Alors juste après, on parlera un peu du Tour de l'avenir, hein, aussi en fin de podcast, parce que bon voilà, il y a une énorme bataille qui est à venir justement sur ce Tour de l'avenir, donc on en parlera. Mais la Vuelta, bon, elle commence d'Italie. Bon, oui, voilà, elle commence d'Italie le samedi 23 août jusqu'au dimanche 14 septembre, avec un premier week-end italien et la fin de la 4e étape le mardi à Voiron en France, avant un transfert le mercredi et l'arrivée en Espagne à Figueres, où il y aura dans le nord-est de l'Espagne, tout proche de Perpignan, à l'autre côté de la frontière, un contre-la-montre par équipe, et puis finalement le reste de la Vuelta qui sera dans la partie nord de l'Espagne. Et, la ville la plus au sud qui sera visitée, c'est Madrid pour l'arrivée finale, donc c'est dire. Et on va traverser les Pyrénées jusqu'aux Asturies de l'autre côté. Bon, un parcours à l'espagnol, j'ai envie de te dire. La Vuelta qui d'ailleurs fête ses 90 ans. Effectivement, alors c'est un profil particulier parce que c'est vrai que la Vuelta, on aime bien dire à chaque fois que ça grimpe tout le temps, mais je trouve que cette année c'est assez équilibré. Pour le coup, c'est une année, moi je trouve qu'il y a un peu de tout, il y a beaucoup de chronos, il y a 2 chronos assez longs. Non, un seul chrono, excusez-moi, je crois que c'est ça, un seul chrono, faut pas que je me trompe. Il y a un chrono individuel et il y a le contre-la-montre par équipe. Voilà, c'est ça, du coup. Ouais. Exactement. Et puis, mais moi je trouve assez équilibré dans les étapes aussi, parce qu'il y a un peu de tout, il y a aussi pour les chasseurs d'étapes, il y a du vallon, il y a de la haute montagne également, mais je le trouve beaucoup plus équilibré que les années précédentes et il me plaît bien ce parcours. Vraiment, je trouve que c'est un... Alors évidemment, quand tu me dis que c'est que dans le nord de l'Espagne, j'ai toujours ce côté un peu particulier. Je trouve que faire le tour d'Espagne, si tu restes qu'au nord, c'est un peu dommage. Mais bon, après, ça c'est aussi... Les organisateurs, ils jouent avec le parcours. La Vuelta del Nord de España. C'est ça, oui, voilà, tu vois, parce qu'il y a le parcours à Bilbao, j'ai l'impression que c'est un peu de revoir l'étape qui a été faite au Tour de France, c'était l'année dernière, il y a 2 ans, j'ai un doute maintenant. Voilà, c'est rigolo. Mais voilà. Donc, Bilbao, c'était il y a 3 ans, non? Déjà 3 ans, vas-y, donc on prend des coups de vieux. On prend des coups de vieux. Il me semble, avec le doublé des Yates, c'était il y a 3 ans. Il me semble que c'était il y a 3 ans. Oui, parce qu'après, j'avais... Ou 2023, je sais même plus, bon tu vois, mais peut-être 2023, ouais. Et après c'est vrai que 2022-2023, on avait fait la première 2023. semaine du Tour de France. 2023, ouais. C'est bien ça, c'était il y a 2 ans, donc tu vois, nos mémoires un peu flanchent, mais c'est vrai que quand je regarde un petit peu, on va partir en Andorre, on a quand même l'Angliru qui va être escaladé à la moitié
de ce Tour d'Espagne. Tu as dit Bilbao juste avant. Et puis les étapes de fin, quand je vois qu'on arrive au Bola del Mundo la veille de l'arrivée à Madrid et que 48 heures avant cette arrivée au Bola del Mundo, il y a un contre-la-montre individuel. Bah voilà, va y avoir quand même un bon petit terrain pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et puis après, bon, les arrivées toutes plates pour les sprinters, on va oublier. On rappelle qu'on est au Tour d'Espagne, même s'il y aura des arrivées en Italie. FP, j'ai envie de te dire, en fait, le débat pour ce Tour d'Espagne, est-ce que c'est la voie royale pour Jonas Vingegaard ? C'est le grand favori de ce Tour d'Espagne. C'est le grand favori du Tour d'Espagne, évidemment. Quand il s'inscrit dans un grand tour et qu'il n'y a pas Pogačar, ça devient le grand favori. Donc, difficile de dire qu'il y en a un qui peut le concurrencer. Après, ce qui est toujours pareil avec la Vuelta par rapport aux autres grands tours, c'est que c'est jamais la priorité des coureurs. Enfin, hormis de rares cas, souvent espagnols d'ailleurs, mais les coureurs, souvent, ils ont en vue soit les Flandriennes, soit des Ardennaises, soit le Giro pour certains, le Tour de France ou le Championnat du Monde. La Vuelta, c'est toujours un peu bizarre parce que les niveaux de forme sont étranges, en fait. Tu sais pas trop à quoi t'attendre. Des gros coureurs peuvent complètement s'effondrer et des coureurs un peu outsiders surperformer. Donc, en fait, c'est ça qui est difficile à dire. Sur Vingegaard, a priori, vu sa saison et le peu de courses qu'il a faites, a priori, ça reste le favori numéro 1. Mais quand même, derrière, tu as des coureurs qu'il ne faut pas négliger. Et je pense notamment à un Joao Almeida ou un Ayuso chez UAE, notamment, où, si c'est un grand Almeida, un grand Ayuso, en montagne, ça peut ne pas tenir tête. En revanche, sur un chrono, sur des étapes un peu escarpées comme il peut y avoir sur la Vuelta cette année, Vingegaard, il peut être mis en danger en tout cas, parce qu'il n'y a pas que il y a de la haute montagne, certes, il y a des arrivées au sommet également, mais il y a des étapes vallonnées où tu peux prendre. Vingegaard, c'est pas son terrain de jeu favori. Et moi, je trouve que sur des étapes comme ça, un Ayuso, par exemple, s'il est en très grande forme et s'il est le leader numéro 1, il peut faire quelque chose. Après, on a vu Vingegaard énormément progresser sur les efforts punchy. On l'a vu notamment au Tour de France contre Tadej Pogačar. Moi, il n'y a pas un monde où Jonas Vingegaard ne remporte pas le Tour d'Espagne. Selon moi. Il y a le monde, oui, c'est toujours pareil, c'est l'état de forme. Vingegaard, il y a le monde où il y a un abandon, une crevaison, mais l'état de forme, une crevaison. L'état de forme aussi, c'est tu sors d'un Tour de France aussi. Il ne faut pas oublier, ça fait certes un mois que le Tour de France est terminé, mais dans quelles conditions tu es, avec quelle équipe, comme tu dis, il y a aussi les Après, on parle quand même course. de Jonas Vingegaard pour le coup. Ah oui, je dis pas le je contraire. rappelle que depuis Paris-Nice au mois de mars, il a fait que 2 courses, c'est le Dauphiné et le Tour de France. Il arrive frais, il n'a pas couru depuis le Tour de France, il va arriver entièrement frais dans de très bonnes conditions pour arriver au Tour d'Espagne. On rappelle aussi que c'est seulement le 3e Tour d'Espagne de sa carrière. Il avait fait 2020, il n'était pas encore très connu en 2020, il accompagnait Primoz Roglic sur cette Vuelta. Et puis 2023 où justement il n'a pas accompagné Primoz Roglic, mais il a tout fait pour que Roglic ne l'emporte pas. Et il a donné le Tour d'Espagne à Sepp Kuss. Donc il arrive avec la ferme intention de remporter un deuxième grand tour dans la liste, un deuxième grand tour dans sa carrière, même s'il a déjà remporté 2 fois le Tour de France. Et après, j'attends de voir éventuellement, je veux voir ce que veut faire Vingegaard dans la suite de sa carrière, peut-être faire le Tour d'Italie dès l'année prochaine pour réaliser le grand chelem des grands tours avant même Tadej Pogačar qui lui n'a jamais remporté le Tour d'Espagne. Donc j'attends de voir, et en tout cas ce qui est sûr c'est que Vingegaard, il n'y a pas un monde, je le répète, où il ne remporte pas le Tour d'Espagne, mis à part crevaison ou chute. Il y a un monde d'écart avec la concurrence. On l'a vu au Tour de France cette année avec une concurrence moindre. Il y avait Pogačar, il y avait Vingegaard et il y avait les autres. On l'a vu au Tour de France de l'année dernière. Il y avait Pogačar, il y avait Vingegaard, il y avait Evenepoel, il y avait Ape Almeida et il y avait les autres. Là, en fait, Vingegaard, normalement, il va rouler sur le Tour d'Espagne. Oui, alors après, il faut dire aussi que la start list aussi de cette année, alors on n'a pas à l'heure où on tourne toutes les équipes, mais bon, il nous manque Alpecin, et donc en montagne, c'est pas là où il y a le plus gros contingent. Oui. Et puis Quick-Step a déjà annoncé Michael Landa, mais on ne sait pas trop définitivement la liste, donc on va voir ce qu'il en est. Mais effectivement, après, à part UAE, Michael Landa, pour le coup, qui n'a pas fait une énorme Vuelta de Burgos, on rappelle qu'il revenait de blessure après sa chute au Tour d'Italie lors de la première étape. Bon, attention. Il n'avait pas couru depuis, donc Michael Landa, après, on peut compter sur lui.
il est très régulier à chaque fois au haut niveau sur les grands tours. Ouais, mais attention, hein, c'est pas parce qu'il y a le Tour de Burgos où tu te plantes que forcément tu vas être mauvais sur la Volta. Moi, je prends toujours l'exemple aussi du Tour des Alpes. C'est pour ça que je te dis Ouais, ça. parce que C'est pour ça que ouais. je te dis, c'est rodé, et puis on compte sur lui, je pense, sur le Tour d'Espagne, quoi qu'il arrive. C'est ça, oui, évidemment. Mais après, il y a aussi la faiblesse un peu de la start list. Il faut avouer que par rapport au nom qu'on peut avoir, hormis chez UAE, il n'y a pas les monstres qu'on peut attendre. Même, je pense, chez Red Bull, où c'est Jay Hindley qui va certainement prendre le leadership, voire peut-être Je suis très déçu par la compo de la Red Bull Bora. Ouais, après, ils font aussi avec les formes du moment. Tu peux pas envoyer quelqu'un non plus s'il a pas envie d'y aller ou s'il n'avait pas prévu dans son programme, tu vois. Moi, ça me choque pas de la part de Red Bull, parce que s'il compte sur Pellizzari dans les années à venir, la Vuelta, ça peut aussi te faire les dents, et il a fait quand même un Giro plus qu'intéressant. Donc, mettre un peu un co-leader entre Jay Hindley et Pellizzari, ça me semble pas idiot. Après, évidemment, par rapport aux moyens qu'ils auront et l'arrivée d'Evenepoel l'année prochaine, il faudra en reparler. Mais c'est vrai que la start list est trop faible pour dire que Vingegaard est pas ultra favori, mais je maintiens quand même que... Après, je me demande où est Primoz Roglic. Voilà, c'est ça. Mais UAE, moi je pense qu'UAE peut gêner Vingegaard. Ils ont une équipe assez solide, et donc on peut vite avoir une bataille Visma-UAE. Ouais, alors, va quand même falloir se dire, la bataille Visma-UAE, la bataille Almeida-Ayuso avant même au sein de l'équipe. Parce qu'on sait que quand Pogacar n'est pas là, je parle souvent du poulet sans tête Florian Lipovic de la Red Bull Bora, mais en poulet sans tête, Ayuso et Almeida, ça peut faire des étincelles. Il faut, avant même qu'ils aient envie de concurrencer Vingegaard, qui se mettent d'accord eux-mêmes dans l'équipe. Alors je pense que ça va être leader double tête, et puis ça va se faire à la pédale, tout simplement. C'est ça. Mais bon, après, franchement, quand tu vois dans l'état dans lequel il y a Ayuso, qui est un peu... J'ai l'impression que c'est un peu la course de la dernière chance pour lui. Je ne sais pas comment il se présente au départ de cette Volta. On a mis Isaac Del Toro de côté, peut-être aussi pour un peu gérer les égos de tout le monde. Almeida, il serait enfin temps qu'il soit leader, gros leader dans cette équipe UAE après Pogacar. Donc il y en a beaucoup qui ont beaucoup à jouer, je pense, dans cette équipe-là. Ouais, puis Almeida, qui on rappelle, a abandonné le Tour de France sur chute. Oui, puis en plus, Isaac Del Toro, pour ajouter à ça, c'est qu'il gagne quand même il gagne pas justement, mais il a perdu le grand tour, le Giro, sur la fin. Je pense que émotionnellement, ça devait pas être facile à gérer. Donc, il est jeune, autant le protéger un peu de tout ça, parce que revenir sur la Vuelta, ça fait peut-être un peu court. Il y a d'autres objectifs en fin de saison, il peut être utile là. Puis l'année prochaine, tu repars sur une page un peu blanche. Donc, voilà, je trouve que c'est pas idiot de ne pas l'avoir mis sur cette Vuelta. Maintenant, moi, ce que j'attends plus, c'est toujours pareil la Volta. Moi, ce que j'aime bien sur ce grand tour, c'est un peu les révélations également. C'est de voir un peu les jeunes. C'est un peu souvent le premier grand tour de beaucoup de coureurs, étrangers et français. Donc, c'est toujours un peu curieux de voir quelques coureurs, comment ils se débrouillent sur 3 semaines, etc. Et voilà, donc c'est ça aussi qui va être intéressant dans cette Volta. Puis malgré tout, sur les étapes un peu casse-pattes, il y a quand même des jolis coureurs. Et on a un Tom Pidcock qui sera là pour la Q36.5, qui a eu l'invitation. Donc voilà, il y a aussi ça à observer, parce que Tom Pidcock, cette année, on l'a pas vu dans les grands tours. Oui, c'est vrai que Pidcock, il est à la Q36.5, une équipe qui est pas en World Tour. Il a été sur le Tour d'Italie où il a joué le général, mais il a été invisible parce qu'il fait 16e du Tour d'Italie. C'est vrai que je l'avais oublié. Oui, effectivement. Mais voilà, le lapsus est révélateur. Ah oui, je l'ai complètement oublié. Le lapsus est révélateur. Il a traversé le Tour d'Italie comme un fantôme en voulant jouer le général. Donc là, j'espère qu'en plus, avec des profils qui peuvent lui convenir, c'est très casse-pattes, c'est punchy. Franchement, ça peut vraiment être des arrivées qui peuvent lui convenir. Donc je l'attends énormément. Non, après, pour le coup, parmi les coureurs que je vais suivre, il y a Axel Zingler, forcément, à la Visma. Alors, je parle pas du classement général, là, pour le coup, je fais un peu pêle-mêle. Mais au classement général, Mathieu Riccitello, j'aimerais bien le voir un petit peu franchir un cap en montagne. Après, Ben O'Connor, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, lui, à chaque fois l'année dernière, il fait deuxième, non, si je me trompe pas, de la Vuelta, après avoir porté longtemps le maillot rouge. Il me semble qu'il fait deuxième de la Vuelta. Après la Red Bull Bora, tu parlais de Jay Hindley, Pellizzari. Moi, j'attends beaucoup de Giulio Pellizzari. J'ai l'impression que Jay Hindley est en totale perte de vitesse. De toute façon, dans sa carrière, que depuis qu'il a remporté le Giro, c'est compliqué. Mais Pellizzari, il faut qu'il franchisse un cap. La confirmation, moi, j'attends chez Movistar de Pablo Castrillo, l'Espagnol qui s'était révélé l'an dernier. Il me semble qu'il était à la Kern Pharma. Et il avait eu deux victoires d'étape, Castrillo, l'année dernière, il me semble. Et j'attends de le voir un peu aussi le renouveau
de la Movistar, 2 étapes l'année dernière pour Castrillo. Donc non, il y a quand même quelques belles promesses, j'ai envie de te dire, sur ce Tour d'Espagne. Et Léo Bizio, parce que moi je me mets dans la liste quand même, parce que par rapport à ce qu'il nous a montré, Léo Bizio, il doit faire quelque chose. Alors après, il y a Félix Gall qui est également dans qui va avoir le leadership. Félix Gall, quand je vois ce Tour d'Espagne, va falloir voir comment ça se court, parce que Gall, sur les étapes casse-pattes et les chronos, on sait qu'on peut l'oublier. La haute montagne, il sera là, donc à savoir voir combien de temps il perd dans différentes étapes. Moi, Félix Gall, c'est toujours un peu une inconnue. Moi, sur son Tour de France, on en avait déjà fait le débrief, mais moi, je trouve que quand il a fait sa 5e place, ouais, c'est mérité, parce que t'es 5e évidemment, mais j'ai pas eu le sentiment de voir un 5e de grand tour. Et je suis curieux de voir ce qu'il va donner sur cette Vuelta, quelle forme il aura. Après, pour voir justement, pour repartir sur un peu les victoires d'étape, Félix Gall, c'est vraiment le profil aussi où, en haute montagne, il peut carrément battre Vingegaard sur une étape où Vingegaard, tu sais, décroche un peu pour juste gérer les concurrents, et puis un Félix Gall part devant, ça ne m'étonnerait pas, quoi, tu vois. Donc, il y a pas mal de coureurs qui peuvent espérer une victoire d'étape sur cette Vuelta, et c'est ça qui va être intéressant à suivre, je pense, plus que le classement général, qui me semble aussi fait, et plus que certains autres maillots distinctifs. Ouais. Et puis c'est vrai que pour les maillots distinctifs, le classement par points avec un Mats Pedersen qui semble dans une forme éblouissante. Quand tu pars à 60 km de l'arrivée autour du Danemark et que tu l'emportes avec je sais plus combien de secondes d'avance, 1 minute quasiment, je crois, sur les autres coureurs en peloton qui étaient derrière à ta poursuite, oui, t'es en forme. Et il semble dans une très très grande forme. Et bon, c'est vrai que Pedersen, il a remporté le classement par points du Giro en mai dernier. On va le voir sur le Tour d'Espagne. Normalement, il est en capacité. Lui, il a déjà remporté 3 étapes sur le Tour d'Espagne dans sa carrière. Je pense qu'il va en remporter minimum 2 sur cette Vuelta. Et quand on connaît sa capacité à grimper maintenant, on sait que dans les arrivées où ça va être compliqué pour les purs sprinters, lui, il sera là. De toute façon, les équipes n'envoient pas de pur sprinter sur la Vuelta, parce qu'ils savent maintenant que ça ne sert à rien. Après, au niveau des promesses, juste au niveau des Français, tu as parlé de Léo Bizio, donc on en a parlé en début de podcast. C'est vrai que c'est son premier grand tour, on va voir un petit peu, mais après il y a la Groupama FDJ, il va falloir quand même qu'ils montrent un autre visage qu'au Tour de France. Ils vont envoyer et David Gaudu qui a coupé, on sait qu'il y a eu des problèmes en début de saison, David Gaudu et Guillaume Martin, avec des jeunes aussi comme Thibaut Gruel par exemple, Thibaut Gruel qui pourrait briller un peu sur les arrivées massives. Stefan Küng qui n'était pas au Tour de France, qui sera au Tour d'Espagne. T'en attends quoi toi, la Groupama FDJ ? Oui, une revanche par rapport au Tour de France, mais après, vu l'équipe qu'ils ont, je pense que ça va être une équipe de coups. Moi, la FDJ, évidemment, que s'ils peuvent faire un beau classement général pour Guillaume Martin ou David Gaudu, ce serait super. Après, vu les conditions du moment, un top 10 peut-être, top 15 j'espère quand même pour eux, mais je les attends plus sur des victoires d'étape, tu sais, sur 2-3 victoires d'étape, ce serait déjà une superbe Vuelta. Et tu as des coureurs comme Brieux Roland, Cavagna, moi je trouve Bras Afonso qui fait quand même une jolie saison, et c'est un coureur qu'on découvre aussi cette année. Il y a moyen, je trouve, et la FDJ va un petit peu mieux depuis quelques semaines. Je crois que c'était Tom Donenviers, merci, je sais plus comment on le prononce, oui. Et qui a remporté une étape. Alors attends, il faut que je me refasse la course. C'est le Tour de l'Ain, non ? J'allais dire en plus. C'est Tour de l'Ain, première étape, doublée devant David Gaudu. Ouais, c'est ça exactement. Donc non, la FDJ remonte doucement la pente, et effectivement, c'est des coureurs qu'on va attendre. Pour prolonger un petit peu chez les sprinters à Cofidis, on a aussi Stanisław Aniolkowski, le sprinter polonais, qui aussi aurait une carte à jouer parce que c'est un très bon sprinter sur quelques coups, qui avait failli remporter une étape du Giro il y a 2 ans. Mais Coquard aussi évidemment qui est là. Donc côté équipe française, il y a de la matière. Après Arca, ils sont venus avec plutôt une équipe très jeune. On pense à Louis Roulant, Léandre Lozoué. C'est des coureurs qu'on connaît moins et qui d'habitude sont plus sur des courses Pro Tour que des courses World Tour. Mais voilà, c'est côté français. Après, il y a Raúl Garcia Pernag, Cristian Rodriguez, c'est un peu les 2 Espagnols qui étaient en accompagnant de Kevin Vauquelin au Tour de France, qui là auront leur carte, avec aussi Alessandro Verret qui s'est assez bien grimpé, donc on va les suivre de près. Mais c'est vrai que cette Airbnb Hotel, elle a un état d'esprit de toute façon où elle veut briller partout, elle veut faire des coups.
Voilà, elle fait partie de ces équipes-là qu'on verra, je pense, très offensives. Oui, effectivement, oui, c'est ça. Donc, mais de toute façon, et puis après, côté français, dans les autres équipes étrangères, il y a aussi Valentin Paré-Pinte, si c'est confirmé à 100% qu'il aille sur cette Vuelta, lui, j'attends également pour une victoire d'étape. Oui, parce qu'en plus, sur une Vuelta, il a clairement le profil pur grimpeur pour aller briller sur les étapes espagnoles avec des côtes à fort pourcentage, et ça peut très très bien lui convenir. Lui qui a, on rappelle, remporté l'étape du Mont Ventoux sur le dernier Tour de France. Et avant de passer à la suite et à la fin du podcast, il y a un nom qui va nous faire la transition. C'est un nom que j'aimerais qu'on suive de très près sur ce Tour d'Espagne. Il est très jeune. Son papa a brillé en étant sur le podium d'un Tour de France au début des années 2000. Est-ce que tu as le nom, toi qui regarde un peu les pépites aussi? C'est quoi, c'est Bellocchi, tu parles? Oui, exactement. Il est à IF, non? J'ai eu un doute maintenant. Oui, c'est IF. Markel Bellocchi chez IF, exactement, qui a remporté notamment le Tour d'Alsace pendant l'été. Grimpeur espagnol qui est très attendu au très haut niveau. Et d'ailleurs, il a fait l'impasse sur le Tour de l'Avenir pour aller sur le Tour d'Espagne à 20 ans à peine. Il a eu 20 ans fin juillet, donc on l'attend énormément. Et oui, il a remporté l'étape de la planche des belles filles au Tour d'Alsace. C'est quelqu'un qui est très très attendu dans les équipes depuis les équipes de jeunes. Quand t'es espagnol, tu t'appelles Bellocchi et t'as le Tour d'Espagne qui arrive, on te le propose à la place du Tour de l'Avenir, je pense que t'as pas besoin d'être convaincu. Oui, très clairement. C'est un très fort potentiel qui s'est très bien roulé aussi en contre-la-montre. Il est très fort en contre-la-montre. L'année dernière, t'imagines, en étant junior, à 19 piges, il avait fait deuxième du chrono du championnat d'Espagne. Oui. Joli. Tu vas me dire, championnat d'Espagne, il n'y a pas toujours de très gros rouleurs, mais devant lui, il y avait David de la Cruz, mais derrière lui, il y avait Garcia Pierna, Lascano, il y avait Evan Romeo, il y avait Castrillo, il y avait tous ces coureurs-là. Il y a quand même des jolis rouleurs. Il fait deuxième à plus de 52 moyenne. Donc sur pratiquement 40 minutes, Markel Bellocchi, voilà qu'on va suivre. FP, on a fait la présentation de cette Vuelta, on va passer en 5 minutes à la présentation un peu du Tour de l'Avenir qui va arriver aussi sur la première semaine donc du Tour d'Espagne. Pourquoi je voulais qu'on en parle? Parce que on a quand même une start list XXL pour succéder à Joe Blackmore. On va quand même rappeler un petit peu cette start list si j'arrive à me remettre dessus, et voilà, je m'y mets dessus. Avec forcément Jarno Vidar et Paul Sexas un petit peu, c'est les deux qu'on attend. Mais il n'y a pas que, parce qu'il y aura aussi Lorenzo Fin dans l'équipe d'Italie, notamment il y aura Pablo Torres dans l'équipe d'Espagne, de l'équipe Conti UAE, et puis voilà, après chez les autres, Ilan Baroumi aussi dans l'équipe de Suisse. Ouais, alors tu disais Conti UAE pour Pablo Torres, je crois qu'il est même dans l'équipe première. Il a été promu cette année. Il me semble que je l'ai vu sur le Tour de Romandie, pour pas dire de bêtises, donc je ne veux pas me tromper, mais je crois qu'il était sur le Tour de Romandie. Je vais te le confirmer tout de suite. Il a été promu exactement dans l'équipe principale dès cette année, c'est bien ça. Ouais. On est d'accord. Puis il a fait le Romandie. Et il a fait le Romandie, exactement. Il a fait 23e au Tour de Romandie. Et puis c'est vrai qu'il avait quand même marqué le coup l'année dernière, Pablo Torres, en terminant deuxième du Tour de l'Avenir derrière Joe Blackmore. Il avait, tu le rappelles, tu te souviens, remporté l'étape au sommet du collet des Finestrés. Ah oui. Où il avait d'ailleurs collé le record de la montée du Finestré. Donc voilà, et puis il y aura le Norvégien aussi, Jørgen Nordhagen, il y aura le Slovène Jakob Omerzel. Non, ça fait vraiment une énorme start list sur ce Tour de l'Avenir, et c'est les noms de demain, et même d'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, quand on met en avant Jarno Vidar et Paul Sexas énormément en Belgique et en France, on va attendre de les voir sur cette semaine de course. Ouais, puis c'est marrant parce que c'est vraiment deux trajectoires un peu différentes, parce que Paul Sexas, c'est deux coureurs très attendus depuis leur plus jeune âge, mais Paul Sexas, 18 ans à peine, il a déjà fait des courses World Tour, notamment donc le Dauphiné, qu'il a fait et qu'il a plutôt bien fait. Il a fini donc 8e, à chaque fois j'oublie, mais c'est 8 ou 9. 8e du Dauphiné. Et un Jarno Vidar qui est plutôt très protégé par la Lotto, qui pour l'instant a fait des courses certes au niveau pro, mais ne s'est jamais engagé dans des courses avec plusieurs étapes donc chez les grands. Donc voilà, c'est ça, c'est un peu deux trajectoires différentes. Jarno Vidar beaucoup plus protégé aussi. Il y avait eu un problème aussi avec son contrat l'année dernière où il voulait plus partir, c'était compliqué. Mais voilà, c'est le gros talent, et je suis curieux de voir aussi comment Paul Sexas se débrouille face à ce type de coureur, parce qu'aussi il faudra pas prendre, je trouve, il faut pas qu'il y ait une grande attente là-dessus. Je sais bien que le Tour de l'Avenir est toujours très regardé, on se dit mais s'il a perdu là, c'est que c'est fini. Ça dépend aussi, faut quand même dire que
eux, ils veulent se montrer, certes, mais c'est pas parce que Paul Sexas veut prendre une dérouillée par Jarno Vidar et inversement que l'autre, c'est une pipe, quoi. Donc, pour résumer grossièrement, c'est que je trouve que c'est une course, certes, c'est important, ça va les permettre de se jauger, mais ça peut dire aussi que ces deux coureurs, on les retrouvera l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, au plus haut niveau mondial. Je veux dire, c'est pas possible parce que tu es battu par un tel que tu es une pipe. Voilà. Donc je trouve qu'il faut aussi faire attention parce que c'est des très jeunes coureurs. Ils peuvent avoir des coups de moins bien. Mentalement, c'est pas facile à gérer pour certains. Je pense pas pour ces deux coureurs particulièrement, mais pour d'autres. Donc voilà, je trouve que c'est toujours aussi important de le mettre en perspective parce que ça reste une belle vitrine pour eux, certes, mais tout doit pas se jouer là-dessus pour eux. Mais tu as entièrement raison de le rappeler parce que c'est vrai que ce ne sont pas toujours les meilleurs jeunes qui ont remporté le Tour de l'Avenir parmi ceux qui étaient au départ, même si, bon, quand tu regardes un peu le palmarès du Tour de l'Avenir... Bon, le vainqueur, c'est rare qu'il ne fasse pas carrière, on va dire. Après, tu vois, c'est derrière. Oui, et exactement. Après, c'est la confirmation chez les pros. Pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire, Paul Sexas, par exemple, on se souvient que depuis le Dauphiné, il a roulé au championnat de France, mais que depuis les championnats de France, il n'a pas pu rouler. Il devait reprendre au Tour de l'Ain, il a été malade, donc il n'a pas pu s'exprimer. Il va arriver 100 jours de course depuis la fin du mois de juin, donc c'est-à-dire pratiquement 2 mois sans course au départ du Tour de l'Avenir, à voir l'état de forme qu'il va avoir. Contrairement à Jarno Vidar, qui lui, tu l'as dit, est protégé, court des courses juniors, des courses espoirs, en tout cas des courses pour les catégories, pour sa catégorie d'âge. Il court pas en World Tour comme a pu le faire Paul Sexas. Il vient de survoler le Tour du Val d'Aoste à la fin du mois de juillet. Il avait avant cela, et tu l'as dit en disant que c'est pas parce qu'il se rate dans telle ou telle course, et notamment au Tour de l'Avenir, que c'est une pipe. Mais au Tour d'Italie Next Gen, mi-juin, fin juin, il avait abandonné, Jarno Vidar, il avait remporté une étape, mais il n'avait pas remporté la course au final. Donc c'est pas parce qu'il n'a pas brillé sur le Tour d'Italie et Next Gen qu'il n'a pas remporté en tout cas, que c'est une pipe. L'exemple par rapport à ça, au Tour d'Italie Next Gen. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Et puis après, tu as des noms qui peuvent briller aussi. Jacob Omerzel, le Slovène, qui est dans l'équipe développement de la Bahreïn, il a remporté, lui, le Tour d'Italie chez les Espoirs. Jürgen Nordhagen, on l'attend aussi. Moi, j'attends de voir Lorenzo Fine aussi, ce que ça va donner, l'Italien qui est un peu l'espoir italien, parce qu'ils sont tellement au fond du seau qu'ils attendent de voir un champion arriver. Donc on va voir un petit peu, mais ça va être très intéressant parce qu'il y a une grosse densité pour la victoire au général final. Donc voilà, ce Tour de l'Avenir, on en a parlé un tout petit peu. Juste en un mot, il y aura le Tour de l'Avenir femmes aussi qui va être sur le week-end, à partir du 23, en tout cas samedi, dimanche, lundi au début du Tour de l'Avenir hommes, avec notamment Marion Bunel qui sera au départ, ou aussi Isabella Holmgren qui, il me semble, elle est une coureuse, c'est ça, de la Lidl Trek, la canadienne, qui a fait 7e du Tour d'Italie chez les grandes il y a quelques semaines. Donc voilà, on va suivre aussi un petit peu ces coureuses-là. Voilà, bon, je pense qu'on a fait un mot complet sur le Tour de l'Avenir. C'était intéressant quand même d'en parler un petit peu. Effectivement, puis n'oubliez pas, pour nous suivre et pour retrouver les anciens podcasts, on avait fait plein de choses intéressantes. Il y a les esprits de Tour de France, les étapes Tour de France hommes et femmes. Bon, ça, je sais pas si ça vous intéresse encore, mais allez-y si vous voulez écouter Guillaume s'enflammer sur la victoire de Pauline Ferrand-Prévôt. Et puis sinon aussi, il y a les interviews qu'on a pu réaliser avec notamment Jordan Gégat avant le Tour de France et puis Stéphane Delcourt avant le Tour de France femmes. Donc retrouvez-nous sur Apple Podcast, un podcast addict, YouTube. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce, un like ou 5 étoiles. Ça nous aide énormément pour le référencement. En tout cas, donc voilà, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. FP, on se retrouve dans quelques jours. Début septembre, on va laisser passer le début du Tour d'Espagne. Et puis on se retrouvera pour les podcasts de fin de saison avec, on le rappelle, un championnat d'Europe en France, un championnat du monde au Rwanda. Il y aura pas mal de choses à dire, avec aussi Pogacar qui revient à la compétition au Canada dans quelques jours. FP, bonne Vuelta et à très bientôt. Allez, adios. Ciao à tous. Ciao, ciao. Adios, amigos.